je suis géographe à l'origine, j'ai travaillé aussi avec des architectes, mais mon approche, en lien avec des sociologues, des anthropologues, est plutôt dédiée au rapport des citadins à la nature en ville, et ceci depuis le début. Donc j'ai travaillé aussi bien sur les rapports à la présence animale dans les villes, de nombreux travaux sur ces questions-là, et puis je me suis intéressée plus largement à la question du végétal en ville, parce que ce qui m'intéressait, c'était de comprendre finalement quelle place les citadins font-ils aux vivants dans la ville. Et donc ces travaux ont été publiés et publiés encore récemment sur la question du vivant en ville. J'ai d'ailleurs amené là un des ouvrages que j'avais publié l'année dernière chez Collin sur les nouvelles esthétiques urbaines. Et donc j'ai développé ces travaux avec l'idée finalement la présence du vivant est importante pour les citadins, le manifeste les nombreuses demandes sociales en matière végétale, parce que là, toutes les présentations en tout cas que j'ai vues ont tendance à montrer à quel point c'est important d'un point de vue de la santé, d'un point de vue de l'isolation, d'un point de vue de l'îlot de chaleur, etc., que d'avoir du végétal en ville. Mais il ne faut pas oublier quand même, historiquement, je crois, que la présence du végétal est aussi liée à la présence des systèmes jardiniers, du jardin en ville, et de toute une histoire de ce jardin dans l'urbanisme contemporain. Donc, moi, je me suis intéressée plus particulièrement à cette question du rapport des citadins, et notamment à la question de ce que j'ai appelé l'esthétique environnementale, à savoir finalement quelle place dans le système de représentation de la ville fait-on au végétal, fait-on au vivant dans la ville, et en quoi cette place s'est transformée avec l'importance grandissante de la question environnementale dans nos sociétés, dans nos politiques. Alors, si je dis ça, c'est pour introduire un peu, ça va être une courte réflexion par rapport à ce qui m'amène ici aujourd'hui. Aujourd'hui, où j'en suis, et notamment par rapport à cette question du végétal, j'en suis à m'interroger sur la place de la question de la culture par rapport au développement durable. Parce qu'on a parlé de beaucoup de choses dans le développement durable, mais en dépit des chartes signées notamment par l'UNESCO et par d'autres instances internationales, la question de la culture reste un peu le parent pauvre de ces problématiques. En particulier, on peut, par exemple, en ce qui concerne l'écologie urbaine, je ne sais pas si d'aucuns d'entre vous connaissent un peu l'histoire de ce qui n'est pas vraiment une discipline, ce qui est plutôt un domaine de recherche interdisciplinaire. On évoque très très peu la question de la culture. Si je reprends par exemple les grandes analyses des années 1970 des systèmes urbains ou des écosystèmes urbains, on a l'impression que tout se réduit à des kilocalories entrant et sortant dans la ville, et que le kilocalorie de la Joconde de Vinci équivaut finalement à celle des déchets qui sortent et qui rentrent dans la ville. Donc ça pose la question des valeurs, c'est ça que je veux dire par rapport à ça, et ça c'est des choses qui sont peu explorées. Alors, en outre, c'est d'ailleurs assez curieux parce qu'à force d'avoir du recul sur ces questions, j'ai beaucoup travaillé en Europe sur finalement ce qui amenait les personnes à s'investir, notamment au travers du végétal, dans leur environnement de proximité. Il y a, vous avez entendu parler, des mouvements de guérilleras végétales, des gens qui plantaient de manière sauvage, et qui en faisaient même un acte de résistance. Je pourrais vous parler aussi de la manière dont les gens identifient, quand ils identifient une herbe qui passe dans le bitume, à quel point pour eux c'est synonyme de résistance à un certain ordre, à quel point c'est fort du point de vue symbolique. Et pourtant, en dépit de tout ça, en dépit du fait que le jardinage partagé soit maintenant accepté, enfin c'est même finalement travaillé avec les municipalités, en dépit de tout ça, on continue à s'intéresser à la question végétale comme si c'était un élément du mobilier urbain, comme si c'était un élément finalement indifférent de sa dimension anthropologique et culturelle dans la vie. Comme s'il y avait deux façons de se représenter ce végétal, un comme du mobilier, comme un élément technique, et de l'autre comme un élément finalement qui, à la fois culturel, important, mais aussi comme un élément de l'histoire urbaine, hein, parce que c'est aussi un élément de l'histoire urbaine. Alors, je vais en venir donc à cette question du jardinier.
C'est-à-dire que finalement, on peut considérer que dans cette histoire urbaine, il y a une place pour le jardinier. Alors, il y a une place pour les jardins, au sens classique du terme, il y a une place pour les parcs, il y a maintenant une place pour les jardiniers, au sens jardinage partagé, au sens de tout ce jardinage sur les balcons qui a refleuri ces dernières années. On est finalement passé dans l'habitat moderne d'une pelouse spectaculaire qui est mise à distance finalement dans les grands collectifs à quelque chose qui est investi. Je travaille pour l'immobilière 3F par exemple, où les bailleurs sociaux se demandent de plus en plus comment faire intervenir les locataires dans ces espaces publics. Donc on en arrive à un jardinage partagé, d'une certaine manière, à une ville qui est jardinée, ou qui est représentée comme une ville jardinée, mais de manière partagée. C'est-à-dire cet art du jardinage n'est plus simplement dévolu à un certain groupe d'acteurs qui seraient plutôt des techniciens de la ville, ceux qui étaient finalement les techniciens des municipalités. Mais quand on en arrive au jardinage sur les toits, on peut se poser la question de quelle place pour un jardinier sur les toits. Et ça, c'est la question que je n'arrive pas encore à, probablement parce qu'on en est aux prémices technologiques de cette question du jardinage sur les toits. Finalement, s'il y a une extension du jardinage, de la ville jardinée, une représentation du jardinage dans la ville, quelle place est-il fait au jardinage sur les toits? Et ça, c'est vrai qu'au travers des nombreux exposés que j'ai eu l'occasion de voir sur cette question du végétal sur les toits, cette question, elle est rarement posée. Alors, elle est posée de temps en temps comme une résistance, c'est-à-dire une façon de reconquérir des espaces qui avaient été négligés, oubliés, ou qui sont seulement des parties mortes, des points aveugles de la ville. Mais elle est globalement peu traitée, ou en tout cas, encore une fois, elle est traitée séparément de la dimension d'isolement ou d'isolation auquel pourrait répondre le végétal sur les toits. Alors, au point qu'on peut se demander si là, c'est-à-dire l'extension de l'idée du végétal comme système végétal, on en est bien, moi je travaille pour comment il s'appelle, World Green Infrastructure, qui est une espèce de mouvement de professionnels du végétal et qui étendent finalement, qui voient dans cette extension du végétal en ville un nouveau marché en termes de végétal. Il y a aussi l'ingénierie écologique qui voit ça de la même manière. Eh bien, est-ce que ce système-là, cette extension, ne se fait pas aux dépens de l'art du jardin ou de la culture du jardinier dans la ville? Moi, ça c'est vraiment... encore une fois, je n'ai pas de réponse puisqu'on est en plein mouvement aujourd'hui. On a l'impression qu'il y a des phases qui succèdent dans cette environnementalisation de la ville ou dans la compréhension de la ville comme un environnement, et que cette phase-ci, en tout cas, a tendance à considérer le végétal plutôt comme un système technique. Et du coup, est-ce que par rapport à ça, on peut se poser la question de la place de l'expert par rapport à celui du jardinier? Alors vous allez me dire que de certains côtés, certains jardiniers sont des experts, mais ce n'est pas des experts du même ordre que les experts que peuvent représenter les biologistes, par exemple, ou d'autres experts du végétal en ville. Nous travaillons, c'est à tort que j'emploie le jeu, nous travaillons dans un collectif qui travaillons avec le GIS Climat, groupement d'intérêt scientifique climat, on est tout un groupe de scientifiques, et on voit bien par rapport à ça que même du côté de la sociologie, même du côté de l'anthropologie, on finit par être des experts de cette question du végétal, de ses représentations, de la manière dont finalement l'histoire l'a modelé dans la ville. Mais quand je parle du jardinier, pour le coup, je parle d'un jardinier qui est un expert au titre de sa pratique quotidienne, de son entretien quotidien, et là j'insiste sur les mots pratique quotidienne, parce qu'il me semble lourd de sens par rapport à cette question du végétal. C'est pas un jardin, c'est pas un jour j'y vais, puis je le laisse 6 mois. On dit que l'expert, finalement, il arrive de l'extérieur, il va produire une science qui est la sienne, et puis il va se défaire du jardin. Ce n'est pas du tout de ce type d'expertise que le jardinier est l'expert. Il est expert au nom de savoirs locaux. Vous savez, en anthropologie, on a beaucoup parlé de cette question des savoirs locaux. C'est même finalement une façon d'articuler les savoirs savants et les savoirs locaux, c'est de laisser une place aux populations qui vivent sur place au titre de
expertises qui naissent de leur vie dans certains territoires. Et je pense que être jardinier, c'est justement cette question-là. Alors, vous voyez, est-ce qu'il n'y aurait pas, du coup, et ça, du coup, c'est plutôt la sociologue qui parle, concurrence d'acteurs par rapport à cette question du végétal. C'est-à-dire qu'on peut se demander, au fur et à mesure que les experts envahissent l'arbre végétal, il faudrait plus de tel arbre pour dépolluer, il faudrait plus de telle plante pour épurer les sols, il faudrait plus de telle couverture végétale, et puis toutes les strates de végétation, etc., pour véritablement isoler la ville ou combattre un certain nombre d'effets. Eh bien, cet art-là, cette science-là, ne va-t-elle pas à l'encontre, qui est détenue par les experts, ne va-t-elle pas à l'encontre de la science du jardinier, qui est une science qui naît beaucoup plus de la pratique, de ces espaces verts de manière quotidienne. Alors, donc, voilà, j'avais un peu anticipé sur cette diapo-là. Il me semble quand même intéressant d'insister sur cette question des savoirs. On en a beaucoup parlé en ce qui concerne les réserves naturelles. Quand on allait, par exemple, protéger l'éléphant en Afrique, et qu'on se disait finalement comment faire en sorte que ces espaces avec ces animaux-là puissent laisser une place aux savoirs locaux, aux savoirs des personnes qui vivent sur ces territoires. Et j'ai l'impression qu'en ville, bon, ça c'est pas nouveau dans l'histoire de la philosophie de la ville, on le sait, et Christianès peut-être en parlera, la ville a souvent été prise comme un système technique, c'est-à-dire habiter, c'est devenu difficile, il y a toute une domotique, il y a toute une robotique, etc. Mais cet habiter difficile, il ne s'étendait pas jusqu'au vivant, c'était assez encore simple, entre guillemets, ou immédiat, finalement, de jardiner son petit bout de choses. Est-ce que finalement, ce savoir technique, cette technologie de la ville, elle ne va pas s'étendre jusqu'au vivant dans la ville, jusqu'à ces systèmes végétalisés. Alors, d'autant plus, on peut se poser la question de cette rupture, de cette coupure entre ces deux ordres de savoir, que le jardinier est dans l'air du temps. Le jardinier dans l'air du temps, je dirais deux choses par là. Il est dans l'air du temps de façon symptomatique, c'est-à-dire que de plus en plus, il y a des mouvements qui réclament à avoir des bouts de jardin dans la ville. Bon, ça, c'est dans l'air du temps. Je dirais aussi, il est dans l'air du temps d'un point de vue philosophique. Là, je parle de Zygmunt Bauman, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu, un sociologue donc, et qui définit le jardinier comme différent du chasseur. Donc finalement, il a tendance à essentialiser, à faire que c'est un peu un type que ce jardinier, et qui serait différent du chasseur. Le jardinier, c'est finalement quelqu'un qui entretient bien son territoire, qui veille sur lui. Et là, on renvoie aux éthiques du Caire dont on a parlé à un moment donné. Alors, c'est quelqu'un qui va s'approprier de manière régulière, quotidienne, ce territoire en question. Et il est dans l'air du temps, du coup, ce jardinier, au sens où finalement, un des diagnostics qui ont conduit à problématiser la question environnementale, c'est de dire qu'on n'est plus dans ce contact régulier à la nature et que ce qui permettrait finalement une meilleure gestion de cette crise environnementale, c'est de se réapproprier cette question de la nature. Donc c'est en ça que le jardinier est dans l'air du temps, à la fois au titre de sa présence répétée dans la ville, donc à titre sociologique, mais aussi plus profondément à titre philosophique, comme traduisant une nécessité par rapport à la crise environnementale. Alors, bon, dire que le jardinier est dans l'air du temps, c'est bien, ça c'est une petite incise peut-être, c'est-à-dire que c'est un phénomène qu'on voit bien dans les jardins partagés, que c'est pas mon jardin contre les autres. Donc derrière la question du jardinage, derrière la question du jardinier, qu'il soit sur les toits ou qu'il soit ailleurs, parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé des jardins sur les toits, mais moi j'en ai visité pas mal, notamment en Russie, des petits systèmes agricoles sur les toits. Une chose qui est importante, c'est que ces jardiniers ne doivent pas se considérer clos à l'intérieur de leur système, si vous voulez, d'autant plus que souvent, et ça c'est quelque chose qu'on a eu l'occasion d'explorer avec de nombreux collègues, beaucoup de femmes sont investies dans ces mouvements de jardinage de proximité. C'est important. Alors on peut y voir, alors là c'est du côté de la sociologie de la femme que je dirais que c'est finalement une extension de l'espace domestique dans l'ordre traditionnel. On peut se poser des questions. D'ailleurs, je vais faire la publicité
janvier, nous organisons des journées femmes et environnement avec la communauté urbaine de Lyon pour se poser la question de ce rapport spécifique d'un genre à la question du jardinage, et que du coup, il importe, pour sortir de cette idée du jardin comme un espace clos, un espace fermé à l'encontre des autres, de voir à quel point celui-ci peut être producteur de savoir, et ces savoirs peuvent être organisés en termes d'échange. Ça, c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion, pour citer une anecdote, particulièrement de voir en Russie. À Kazan, dans les anciens, il y a 6000 hectares de jardinage partagé comme ça, et puis il y a des bourses, alors ce qu'on pourrait appeler ici des bourses aux graines, mais c'est des systèmes d'échange. Voilà, j'ai hybridé ça avec ça. Enfin, il y a des systèmes d'invention et d'échange. Je crois qu'il y a une vraie réflexion sociologique, sociale à avoir sur cette question des savoirs jardiniers et de leurs échanges. Alors, dernier mot pour évoquer ça, l'expert n'est pas un jardinier, notamment parce que c'est deux types de pratiques. J'ai dit que je voulais insister sur ça, sur la question du quotidien, de la normalité de ce soin que prend le jardinier de son jardin. J'insiste sur le quotidien parce que souvent la question de l'environnement a été assimilée à de l'extraordinaire. On le voit d'ailleurs, vous l'avez dit, il faut citer des catastrophes, beaucoup de morts, de préférence pour attirer l'attention. Donc il y a l'idée de la catastrophe. On a parlé de l'Amazonie au début, on a parlé des grands changements, le changement climatique. On parle peu finalement de ce qui construit, de ce qui constitue l'environnement ordinaire, l'environnement de proximité. Encore un mot sur cette question de l'environnement quotidien. C'est une question qui a été particulièrement abordée par les mouvements de justice environnementale, c'est-à-dire que ces mouvements qui sont nés dans l'Amérique du Nord sont des mouvements qui dénonçaient finalement les qualités de leur environnement quotidien. Ils ne parlaient pas de l'Amazonie, ils ne parlaient pas des catastrophes qui se passaient à l'autre bout, ils parlaient de la manière dont ils vivaient dans des environnements de proximité. À l'époque, on ne parlait pas encore vraiment de santé environnementale, c'est un thème qui est grandi, mais c'est aussi beaucoup lié à ces mouvements-là en Amérique du Nord. Une des questions, et ça on l'a beaucoup abordé en enquête, qui est assez spécifique aux personnes qui se chargent du vivant dans la ville, et là c'est pas simplement la question du végétal, c'est aussi la question de l'animal, c'est la question de l'empathie, la question d'un jardinier qui serait un jardinier sensible, qui ressent ce qui fait vivre la plante, quelqu'un qui est la main verte. Si vous songez à cette expression, on dit souvent en français, quelqu'un qui est à la main verte, c'est quand même quelqu'un qui est capable justement d'accompagner finalement ce qui fait qu'un jardin est vert ou peut vivre. Alors que l'expert ne va pas forcément prendre en compte ce qu'il faut pour sa reproduction quotidienne, pour la reproduction quotidienne du jardin. J'insiste là-dessus aussi parce que je copilote un gros programme de recherche sur les trames vertes, et ce qui est particulier, c'est qu'on prend en compte l'investissement en termes d'infrastructure par rapport à ces greenways trames vertes, mais qu'on se préoccupe peu des trames vertes comme des systèmes vivants. C'est-à-dire, avant tout, ce n'est pas une infrastructure comme une route qu'une trame verte, c'est un système vivant qui va poser certaines problématiques, notamment eu égard aux espèces invasives, mais aussi eu égard à des questions de santé, eu égard à des tas de questions, ou d'invasion d'espèces nuisibles, dites nuisibles dans les villes, etc. Alors, je voudrais, pour finir, dire qu'une ville jardinée, ça serait finalement une ville où un grand nombre de personnes s'investiraient pour entretenir le milieu, pour reprendre les mots de Bauman. Si on se dit que le jardinier est vraiment ce qu'il faut pour répondre à cette question de la crise environnementale, il faut donc que les toits et les modalités selon lesquelles les toits végétalisés participent d'un rapport à jardinier à la ville, ça ne soit pas de l'ordre de la clôture, c'est pas juste au-dessus de ma tête. Donc ça pose des questions d'accessibilité, ça pose la question de quel toit, pour qui, finalement. Est-ce que ça doit être juste des toits conçus comme des systèmes techniques, ou est-ce que ça doit être des toits conçus comme des systèmes jardiniers? Moi je ferais cette rupture-là. Et de voir de quelle manière la production même de ces systèmes végétalisés sur les toits répond à des préoccupations d'ordre anthropologique. Là, je vais brièvement citer, mais je n'aurai pas le temps de développer là-dessus, sur des questions d'engagement esthétique. Bon, là, je revenais un peu sur les pratiques. Je crois que c'est important de voir, d'être très fin sur cette question
question des pratiques jardinières. J'ai parlé de caresser, j'ai parlé d'attendre, j'ai parlé d'observer. Je dis c'est important d'être très fin parce que c'est à mon sens ce qui permet de distinguer l'expert du jardinier en fait. C'est dans la pratique que la question peut avoir véritablement du sens. Et dernière chose, pour citer un article qui est un article très vieux, mais que j'ai toujours bien aimé, c'est un article de Georges Andrébourg, qui était un anthropologue dans les années 60, et qui a écrit un article qui est toujours à mon sens pertinent, ça s'appelle Domestication des animaux, culture des plantes et traitement d'autrui, et qui montre à quel point, finalement, la manière dont on conçoit nos cultures, au sens à la fois agriculture, culture végétale et culture de nous-mêmes, sont des choses qui sont liées. Donc il me semble important d'insister là-dessus, parce qu'il en a fait un panorama, et de voir à quel point, puisque finalement, les végétaux qu'on va mettre sur les toits, on leur demande de produire du service, on leur demande d'être productifs au sens propre du terme, et du coup, finalement, ils participent à notre système productif de manière générale, et donc ils contribuent à nous produire, nous, et le traitement qu'on peut avoir vis-à-vis d'autrui. Donc voilà, je vais conclure là-dessus en disant qu'il me semble important de prendre en considération les cultures urbaines, au sens que je viens d'évoquer, à la fois très précis et très général, et voir en quoi ces pratiques jardinières participent d'une durabilité à la fois sociale et culturelle, c'est-à-dire permettant